Alors, donc comme on a dit aujourd'hui, on va corriger l'activité sur la vitesse du son. Le son, on a fait l'expérience en cours, on avait expliqué que c'était très facile de se rendre compte que le son n'avait pas une vitesse instantanée. En particulier, on avait expliqué qu'il y avait deux cas où vous pouviez facilement vous rendre compte que le son en particulier était plus lent que la lumière. C'est le coup des avions, quand on entend un avion dans le ciel, on regarde dans la direction du bruit de l'avion et on ne voit rien. Et on se rend compte qu'il faut décaler pour voir où se trouve l'avion lui-même. Le deuxième cas, c'est avec les feux d'artifice. Vous vous souvenez, on avait expliqué qu'on voyait le feu d'artifice exploser et qu'il y avait toujours un décalage pour entendre le son du feu d'artifice. Donc ça montre bien que le son met un peu de temps à se propager. Alors, j'avais expliqué rapidement à l'oral pourquoi est-ce que ça met du temps. En gros, ça va être l'air. Vous voyez les petits points, c'est toutes les petites molécules de l'air qui nous entourent. Et on va avoir un truc, tout simplement, donc ça c'est une enceinte, qui va produire du son. Alors comment elle va produire du son? Donc là on vous le remet, les molécules d'air. On voit effectivement, chose très importante, les petites molécules, elles ne sont pas exactement collées les unes aux autres. C'est un gaz, on a expliqué que les gaz prenaient toute la place qu'on leur donnait, donc il y a du vide entre les petites particules. D'accord? Il y a vraiment, voilà, il y a un espace où il n'y a rien. Quand on dit qu'il n'y a rien, c'est pas qu'il y a de l'air entre l'air, c'est vraiment qu'il n'y a rien, il y a du vide-vide. Et donc, quand l'enceinte va fonctionner, elle va se déplacer. D'accord? Voilà, il va vraiment y avoir un mouvement de l'enceinte. Et évidemment, puisqu'elle bouge, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appuyer sur les molécules de l'air. Puisqu'elle bouge les molécules de l'air, les molécules de l'air sont poussées. Elles se déplacent, et forcément, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont rencontrer les molécules qui sont à côté. Et c'est comme vous quand vous êtes dans la cour. Si je vous pousse, vous allez vous décaler, vous allez rencontrer un autre camarade, vous allez le pousser à votre tour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on voit comme ça que de proche en proche, hop, les molécules se déplacent. Ce que vous remarquez, c'est que les molécules qui se sont déplacées, elles reviennent à leur position de départ. Ce qui fait qu'en fait, elles se sont décalées un peu sur le côté, puis elles reviennent à leur place. Donc au final, c'est presque comme si elles ne s'étaient pas déplacées. Par contre, on constate qu'il y a un truc, voilà, qui était là au début, puis il y a un truc comme ça qui commence à aller de la gauche et qui se déplace petit à petit vers la droite. Ce truc, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle une onde, c'est le son que vous entendez. Et vous voyez bien que le son, résultat, il ne se téléporte pas directement de l'endroit où le son est produit jusqu'à votre oreille qui va se trouver sur la droite. D'accord? Ça va prendre du temps. Je récoche, je récoche, je récoche, je récoche, je récoche, et donc tout ça, ça prend effectivement du temps. Alors la question maintenant, c'est de savoir quelle est cette fameuse vitesse. La formule de la vitesse, on rappelle, il faut la connaître par cœur, elle est utilisée en physique-chimie, elle est utilisée en SVT, elle est utilisée en mathématiques. Donc comme je vous ai dit, il y a 95% de chances que le jour du brevet, vous ayez à calculer une vitesse dans une des trois matières. Peut-être pas dans toutes, mais c'est presque sûr que d'une façon ou d'une autre, il faudra calculer une vitesse. La première expérience, on l'avait expliqué, c'était avec l'aller-retour du son. On avait donc mesuré la distance avec Google Maps, puis ensuite on avait mesuré le temps qu'il fallait, c'était vous qui l'aviez fait avec les micros, et puis on avait trouvé quelque chose qui allait entre 300 et 400 mètres par seconde, ce qui est quand même plutôt rapide, mais c'était pas très précis si vous vous souvenez bien. Donc à la place, je vous avais proposé une autre expérience qui, elle, était beaucoup plus précise. Alors, dans cette expérience, qu'est-ce qu'on a mis? On a un petit écouteur et un deuxième petit écouteur. Pour le coup, je peux très facilement mesurer la distance qu'il y a entre les deux écouteurs. Bon, il se trouve, si on zoome un petit peu, qu'on voit que le premier écouteur est à 0 cm, le deuxième écouteur est à 50 cm, donc la distance précise entre les deux écouteurs est de 50 cm. Pour calculer une vitesse, il faut une distance et il faut également un temps, et c'est pour ça qu'on va utiliser un logiciel. Vous voyez ici, c'est écrit, c'est Audacity, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est disponible librement sur Internet, qui lui va donc mesurer une distance. Donc là, on voit effectivement que la différence de temps entre les deux signaux est pas très grande. Alors, c'est quoi ces signaux? Tout simplement, moi je me suis placé sur la droite, ici j'ai tapé dans mes mains, le son est parti d'ici, a avancé, a tapé sur le premier écouteur, puis a continué à avancer, à avancer, à avancer, à avancer pour aller jusqu'au deuxième écouteur. Et donc forcément, moi sur mon écran, comme les deux écouteurs envoient leur signal automatiquement à l'ordinateur, je vois quand le premier reçoit et quand le deuxième reçoit. C'est ce que j'ai là.
Donc évidemment, là on voit qu'il n'y a pas grand-chose, hein, ce sont quelques centièmes de seconde. Donc vous, votre oreille est complètement incapable d'entendre la différence. Et donc la seule façon de voir la différence, c'est de zoomer. Donc on zoome une première fois, on voit, là on commence à voir, à percevoir le décalage. Bon, le décalage est tout petit, donc on ne va pas voir grand-chose. Donc il faut zoomer encore, et là on voit effectivement un vrai décalage. Alors j'avais expliqué en classe qu'il faut bien mesurer par contre au même endroit. C'est-à-dire que si je mesure là en haut d'un pic et que je mesure ici en bas d'un pic, je ne mesure pas le bon décalage. Parce qu'en gros, je ne vais pas mesurer au même endroit de l'image. Donc si je mesure bien au premier creux et au deuxième creux, je trouvais donc un certain temps de 0,001355 secondes, donc en gros 1 millième de seconde et demie, et une distance, on l'avait dit tout à l'heure, de 50 cm. Donc ça, vous pouviez directement le rentrer dans vos données, hein, note les mesures du professeur, donc à faire à l'aide du document expérience sur la vitesse du son. La distance, on a dit 50 cm. Alors attention, puisqu'on va mesurer une vitesse en mètres par seconde, il faut bien faire attention que nos unités sont dans la bonne unité, juste, enfin que nos grandeurs sont dans la bonne unité. Puisque ça va être des mètres par seconde, la distance va donc devoir être en... Attention Kaliena, ton micro. Donc, en quelle unité doit être la distance si on veut obtenir des mètres par seconde? Allez, jeunes gens, à l'écrit. Non, personne qui veut répondre? En quoi je dois la mettre, ma distance? Allez, allez. En plus, c'est ce qui vous pose le plus de soucis souvent dans les calculs d'être dans les bonnes unités. Ça m'a pas l'air très concentré tout ça. Donc, puisqu'on veut des mètres par seconde, évidemment, la distance va devoir être en mètres. Donc, il va falloir convertir nos 50 cm en 0,5 mètres. On veut des mètres par seconde, donc le temps va devoir être en secondes. Bon, bah, ça, je trouve que dans le document, je vous mettais directement la grandeur en secondes, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a donc plus qu'à faire le calcul. On rappelle que pour faire le calcul, on commence toujours par mettre une première phrase qui explique quel est le calcul que l'on est en train de faire. Je calcule la vitesse du son allant d'un écouteur à l'autre, sachant que la distance entre les écouteurs est de 0,5 mètres et que le temps est de 1 millième de seconde. Alors, je rappelle pourquoi c'est important cette phrase-là, parce que ça me permet de montrer à l'examinateur, au professeur, que vous avez bien mis les bonnes unités de temps. L'avantage, c'est que, imaginons que vous vous trompez dans le calcul après, on sait au moins que vous saviez quel était le calcul à faire. Qu'il fallait calculer une vitesse et que vous saviez utiliser quelle donnée. Donc on va vous mettre des points pour ça le jour du brevet. D'accord? Donc cette phrase, elle est importante. Faites-la. Une fois qu'on a mis notre phrase d'introduction, on met bien, on rappelle la formule. Bon, pour la formule de la vitesse, là vous la connaissez par cœur. V est égal à la distance divisée par le temps. Et ensuite, comme en mathématiques, on remplace la distance par la bonne valeur et le temps par la bonne valeur. On trouve donc que la vitesse, c'est 0,5 m divisé par 1,3 millième de seconde. Vous utilisez votre calculatrice et vous trouvez 370 mètres par seconde. On n'oublie pas la phrase réponse, la vitesse du son que nous trouvons expérimentalement est de 370 mètres par seconde. Alors, il se trouve que la valeur théorique du son n'est pas de 370, oui, Kaliena, n'est pas de 370 mais de 340. Alors ça, c'est sa valeur théorique, et c'est sa valeur théorique moyenne. C'est-à-dire si on faisait plein de mesures à plein d'endroits différents, on trouverait en moyenne 340, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Cela va dépendre de tout un tas de choses, en particulier de la pression, c'est-à-dire de la température et du temps qu'il fait. D'accord ? Donc là, on trouve 370, c'est un peu plus grand. Bon, il se trouve que dans le cas de la physique, ça signifie certainement que quand j'ai fait l'expérience, il faisait un petit peu plus froid que la moyenne. D'accord ? Parce que quand la température diminue, le son va un petit peu plus vite.
Bon, toujours est-il, là on est à 370 pour 340, on est beaucoup plus proche, hein. Pour certains, si vous vous souvenez bien, dans les expériences, vous devez avoir des résultats. Pour certains, on avait trouvé 400, pour d'autres, on avait trouvé 200, donc avec des résultats qui étaient beaucoup moins précis. Pourquoi beaucoup moins précis? Parce que dans les expériences que nous, on avait fait en classe, c'était avec nous qui appuyions sur le chronomètre. On mesurait des temps qui étaient d'environ 1 seconde et demie, et on sait que l'être humain, pour réagir, il lui faut 0,3 secondes. Donc forcément, on se rend bien compte que l'erreur que nous faisions lorsqu'on mesurait le temps était assez importante. Bon, l'erreur sur la distance, il était de 1 ou 2 mètres sur plus d'une centaine de mètres, donc ça c'était déjà un petit peu plus quoi. Bon, ça vous montre en gros comment on trouve la vitesse du son. Attention, c'est la vitesse du son, mais pas à n'importe quel endroit, c'est la vitesse du son dans l'air, l'air qui nous entoure. Sauf que le son, il ne va pas à la même vitesse partout. En particulier, il ne va pas à la même vitesse s'il se déplace dans l'eau ou s'il se déplace dans un objet solide, comme une barre de métal par exemple. Et il se trouve que la première vitesse du son qui a été mesurée entre deux montagnes. Il y avait une personne sur une montagne, une personne sur l'autre montagne, donc ils ont fait exactement la même expérience que vous. Vous vous souvenez, avec les deux groupes qui allaient d'un bout à l'autre. Sauf que la différence, c'est qu'au lieu d'avoir la centaine de mètres de la cour entre deux, ils avaient, je crois, 5 km différents, parce qu'il y en avait un qui était en haut d'une montagne et un qui était en haut d'une autre montagne. Donc forcément, comme la distance était beaucoup plus grande, le temps était aussi beaucoup plus grand. Ils avaient toujours la même erreur de 0,3 secondes sur la mesure, sauf que 0,3 secondes sur une mesure de 20 secondes, vous vous rendez bien compte que c'est beaucoup plus précis que 0,3 secondes sur une mesure d'une seconde et demie. D'accord, hein, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Bref, deuxième paragraphe, on nous dit donc la vitesse du son dans l'eau. Alors, en 1828, deux scientifiques, Colladon et Sturm, veulent voir si dans l'eau le son va à la même vitesse que dans l'eau. Donc ils décident de refaire pratiquement exactement la même expérience que vous avez fait vous. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le premier, il va faire l'équivalent, vous vous souvenez, du top du professeur, sauf que cette fois-ci, le top du professeur, il va utiliser un petit marteau qui va venir taper sur une cloche. Donc la cloche va résonner sous l'eau et va donc, exactement comme pour les molécules de l'air, va faire vibrer les molécules de l'eau, et comme ça, le son va se déplacer sous l'eau. La personne qui est de l'autre côté du bateau, vous voyez, a une espèce de grosse antenne acoustique, c'est qui permet d'écouter. Vous avez peut-être fait ça quand vous étiez plus jeune, les pots à yaourt. On relie deux pots à yaourt avec un câble, et puis quand on met son oreille dans le premier pot à yaourt, on entend ce qui se passe de l'autre côté. Bon, là, c'est un peu l'équivalent. Ça arrive jusqu'à son antenne, et quand lui, il reçoit, il lève sa bougie. L'avantage, c'est que en levant la bougie, il donne le signal au premier que, effectivement, tout est arrivé. Et donc, en comparant le temps qu'il a fallu pour que la lumière arrive et le temps qu'il a fallu pour que le son arrive, on considère que la lumière se déplace de façon instantanée entre les deux. Vous voyez, c'est ça le petit mécanisme qui lève la petite capuche pour laisser passer la lumière. Il pouvait calculer la vitesse du son. Alors, il se trouve que le lac ne fait pas une centaine de mètres comme notre cours, mais faisait 13,5 km. Donc on a bien notre distance. Puisqu'on a notre distance, il faut également savoir un temps. Bon, le temps, on nous dit que entre le moment où la personne qui était sur la deuxième barque voyait le signal et le moment où elle entendait le son de la cloche, il y avait 9,1 secondes. Donc la différence par rapport à notre expérience qu'on a fait dans la cour, nous on a mesuré l'aller-retour. Eux, ils ont juste mesuré l'aller. Bon, on peut faire le calcul. Donc je calcule la vitesse du son dans l'eau, sachant que la distance entre les deux expérimentateurs est de 13,5 km. On rappelle, on veut une vitesse en mètres par seconde, donc on ne peut pas garder 13,5 km. Donc je vais voir transformer à nouveau mes 13,5 km en... Alors dans quelle unité? Si on veut les mètres par seconde. Non, toujours pas. Alors, quelle distance, Erwan? Là, pour l'instant, on n'est pas sur le temps, on est sur la distance. Donc, est-ce qu'on garde les kilomètres ou est-ce qu'il faut les transformer en autre chose?
Encore une fois, là pour l'instant, on parle de la distance seulement, donc on ne parle pas de kilomètres par seconde. Puisque nous voulons des mètres par seconde, et que pour l'instant, la distance qu'on nous donne est en kilomètres. En quoi je vais devoir transformer en kilomètres? Voilà, il faut effectivement les transformer cette fois-ci en mètres. Bon, bah ça vous savez tous faire, 13,5 km, c'est 13 500 mètres. Puisqu'on veut des mètres par seconde, il faut que le temps soit également en secondes. Bon, bah il se trouve qu'on nous donne déjà des secondes, donc ça, il n'y a pas besoin de transformer. On refait toujours le même calcul. V est égal, donc la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Bon, ça n'a pas de souci, vous savez faire, donc ça fait 13 500 divisé par 9,1, et on trouve 1500 mètres. La vitesse du son dans l'eau est donc de 1500 mètres. Alors, à votre avis, comment ça se fait, hein, on a dit tout à l'heure, dans l'air, le son va à environ 340 mètres par seconde, 340, 370. Là, dans l'eau, il va à 1500 mètres. Est-ce que quelqu'un a une idée, a une hypothèse sur pourquoi le son va beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air? Allez, réfléchissez un peu. Regardez, on a dit que ça c'était la raison comment le son se déplaçait dans l'air. C'est quoi la différence entre l'air, entre les molécules de l'air et les molécules de l'eau? Allez, allez. Alors, c'est pas qu'elles sont plus fines ou plus petites. Elles ont même d'ailleurs, les molécules de l'eau sont même légèrement plus grosses que les molécules de l'air. Hein. La molécule d'eau est un peu plus grande que le dioxygène. Est-ce qu'on va pouvoir les représenter comme ça? Ah, très bien, Erwan. Les molécules de l'air, on l'a dit tout à l'heure, hein, il l'indique bien dans la vidéo, il y a un espace entre les molécules. Hein, on a dit les gaz prennent toute la place qu'ils peuvent. Par contre, l'eau, hein, vous vous souvenez, les liquides, on les avait représentés l'an dernier, toutes les molécules, elles sont collées les unes contre les autres. Donc dans un cas, on va remplacer ça par des élèves dans la cour. Premier cas, je vais imiter les gaz. Je vais mettre un élève, un autre élève 2 mètres plus loin, un autre élève 2 mètres plus loin, un autre élève 2 mètres plus loin. Et je vais leur demander, je vais donner un ballon au premier élève, et je vais demander à ce que le ballon arrive à l'autre bout de la file d'élèves. Qu'est-ce qu'il va devoir faire le premier élève? Il va devoir se déplacer, faire les 2 mètres jusqu'au deuxième élève et lui donner le ballon. Puis le deuxième élève va prendre le ballon, va aller jusqu'au troisième, le troisième jusqu'au quatrième, le quatrième jusqu'au cinquième, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc ça va prendre du temps à chaque fois pour que chaque élève aille jusqu'à la personne suivante. Ça va pour tout le monde, ça? Voilà, le ballon va d'élève en élève, mais à chaque fois, il ne va pas instantanément de chaque élève. Chaque élève doit prendre le ballon à la personne qui lui donne et se déplacer jusqu'à la personne suivante. Sauf que maintenant, dans la deuxième situation, la situation de l'eau, les élèves, ils sont juste les uns à côté des autres. Résultat, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Le premier élève prend le ballon et peut tout de suite le donner au deuxième, qui va tout de suite le donner au troisième, qui va tout de suite le donner au quatrième. Et vous imaginez bien donc que le ballon va aller beaucoup plus vite de l'un à l'autre, puisque résultat, les élèves n'ont pas besoin de se déplacer jusque de... Hein, et puis vous vous rendez bien compte que juste déplacer vos mains va aller beaucoup plus vite pour vous que de devoir aller à pied, hein, faire les 2 mètres à pied. Et donc c'est pour ça que dans l'eau, hein, ce mouvement va beaucoup plus vite, parce que comme je suis les uns contre les autres, dès qu'on pousse, je pousse le voisin. Alors que lorsque j'étais avec l'air, quand on me pousse, je me déplace, je me déplace, je me déplace, et ensuite je pousse le suivant. Ça va pour tout le monde, ça? Alors réfléchissons. On a dit, quand il y a de la place, ça va plus lentement que quand on touche. Est-ce que les molécules d'un liquide, elles sont accrochées les unes aux autres? On vient de dire elles se touchent, mais est-ce qu'elles sont accrochées les unes aux autres? Alors, il n'y a pas qu'Erwan. Les autres, votre opinion? Est-ce que les petites molécules, hein, si j'attrape une des molécules d'eau, est-ce que toutes les molécules d'eau viennent avec? Évidemment pas. Alors que si je prends un objet, hein, genre mon masque, si j'attrape une des petites molécules de mon masque,
toutes les molécules du masque viennent avec. Pourquoi? Parce que les petits atomes à l'intérieur, les petits atomes, les petites molécules à l'intérieur d'un solide sont tous accrochés les uns aux autres. Donc maintenant, on reprend nos élèves dans la cour, et cette fois-ci, les élèves, je vais les mettre les uns à côté des autres, et puis je vais leur dire de s'accrocher les bras les uns aux autres. À votre avis, il va se passer quoi dès que je vais pousser le premier élève? Ah, tout le groupe va suivre en même temps. Donc à votre avis, le son dans un métal, il va aller plus vite ou il va aller moins vite que dans l'eau? Tout le monde est d'accord avec lui? Eh bien tout à fait. Et c'est ce qu'on va voir effectivement dans l'expérience suivante. Si je dois me déplacer parce que j'ai du vide entre les deux, bah, je vais aller assez lentement parce que je dois me déplacer. Si je suis les uns contre les autres mais qu'on n'est pas accrochés les uns aux autres, bon bah je vais avancer mais en plus je vais glisser un peu donc ça va aller plus vite mais ça va prendre quand même un peu de temps. Par contre effectivement si nous sommes tous accrochés les uns aux autres, si j'en pousse un, comme dit Kaliana, tout le monde va tomber en même temps ou en tout cas tout le monde va se décaler quasiment en même temps. Alors si j'ai une très très longue file d'élèves, vous imaginez bien, imaginons s'il y a 100 élèves les uns aux autres, bon, le dernier va pas tomber instantanément, ça va prendre un tout petit peu de temps, d'accord, mais ça va effectivement aller très très vite tout le long de la file. Bon bah hop, hein, donc ça c'est effectivement quelque chose, une technique qu'utilisaient beaucoup les Indiens d'Amérique hein, à l'époque de la fameuse conquête de l'Ouest, hein, les tribus indiennes qui ont décidé de lutter contre l'envahisseur, bah un des moyens qu'ils avaient vite compris de lutter contre l'envahisseur, c'était d'empêcher l'approvisionnement des gens qui les attaquaient. Comment les empêcher d'approvisionner les frontières, hein, d'amener des nouvelles munitions, d'amener de la nourriture, etc. Bah, c'était d'attaquer les trains. Le problème, c'est que d'observer à distance, bon, ça peut prendre du temps. Alors, ils pouvaient éventuellement écouter, mais on a dit la vitesse du son dans l'air, ça va pas très très vite. Donc en fait, ils ont vite rendu compte de quelque chose, c'est que plutôt que d'écouter directement dans l'air le bruit du train qui arrivait à distance, il était beaucoup plus rapide d'écouter sur les rails. Donc ils collaient leur oreille au rail et ils entendaient beaucoup plus tôt que le train était arrivé. Et ils entendaient beaucoup plus tôt que le train arrivait, ça leur laissait évidemment beaucoup plus de temps pour préparer leur attaque. D'accord? Alors, cette fois-ci, le problème, on va le faire dans l'autre sens. Cette fois-ci, vous avez vu, je vous ai donné le son dans l'acier. Hein. Les rails de train sont souvent faits en acier. Et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on se rend compte que dans l'acier, le son va à 5000 mètres par seconde. C'est-à-dire que dans l'acier, le son se déplace à 5 km par seconde. D'accord? Une seconde, le son a fait 5 km. Alors qu'en une seconde dans l'air, il n'a fait que 300 mètres. Hein. Donc vous avez vu, on est à plus de 10 fois plus rapide. Alors, pourquoi cet exercice est important? Parce que, comme la formule, je vous rappelle, la formule de la vitesse, il faut savoir l'utiliser dans tous les sens. Si on vous donne V est égal à D sur T, il faut savoir à quoi est égal D et à quoi est égal T. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire D est égal à V fois T et T est égal à D sur V. Hein, je vous rappelle, vous devez être capable d'utiliser la formule dans tous les sens. Bon. Ce qu'on constate là, c'est qu'on nous demande en fait même beaucoup plus simplement que ça de comparer la vitesse du son dans l'acier avec les parties A. On apprend à cambrioler les trains, tout à fait. Compare la valeur de la vitesse du son, donc dans l'acier, et donc dans l'air et dans l'eau. Bon, bah, qu'est-ce qu'on constate? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La vitesse du son dans le métal, 5000 mètres par seconde, est beaucoup plus grande que celle qui va dans l'eau, 1500 mètres par seconde. Et le son dans l'eau va 5 fois plus vite que dans l'air, qui est que de 340 mètres par seconde. Donc ça, c'est l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure. Nous constatons que dans un milieu matériel où les atomes sont liés, donc le métal, tout le monde est accroché à son voisin, le son est transmis très rapidement. Dans un milieu matériel où les atomes sont écartés, c'est-à-dire qu'il y a de la distance, il y a du vide entre eux, donc comme le gaz de l'air, le son est beaucoup plus lent. Et donc dans un endroit où je suis collé les uns aux autres, mais où je ne suis pas accroché, je vais être entre les deux, comme dans l'eau. Ça va pour tout le monde, ces explications jusque-là? Comprendre pourquoi est-ce que la vitesse va pourquoi le son va à différentes vitesses? Alors, chose très importante, on le verra avec le bilan qu'on copiera à la rentrée, vous devez connaître par cœur la vitesse du son dans l'air. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vous demander le genre du brevet. De dire, bon bah voilà, dans l'air, le son va à
environ 330-340 mètres par seconde. Ça, il faut le connaître. Par contre, on ne vous demande pas de connaître la vitesse du son dans l'eau ou dans le métal. Ce que vous devez être capable de faire, par contre, c'est de les classer. C'est-à-dire que si on vous dit vitesse du son dans l'air, vitesse du son dans l'eau, vitesse du son dans un métal, et puis qu'on vous dit 340, 5000, 1500, vous devez être capable de dire, ah, bah 340 ça va être dans l'air, 5000 ça va être le plus rapide, donc ça va être dans le métal, 1500 ça va être entre les deux, donc ça va être dans le liquide. D'accord? Vous devez être capable de les classer. Vous devez connaître celui dans l'air, et ensuite vous devez être capable de classer les autres. Alors maintenant, quelques petits exercices. Donc premier exercice à faire sur le cahier, l'avion supersonique. Là, ça vous démontre vraiment cette histoire. Vous vous souvenez, on a dit tout à l'heure, j'entends l'avion qui passe, je regarde où se trouve l'avion et je me constate que l'avion n'est pas du tout là où je pensais. Bon. On a un avion qui se trouve à 1000 mètres d'altitude. Donc il est à 1000 mètres au-dessus du sol. Et il a une vitesse qu'on appelle Mach 2. Mach 2, ça veut dire 2 fois la vitesse du son. Donc 681 mètres par seconde. Corrigez bien vos exercices en même temps. On rappelle que la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. C'est-à-dire que l'avion va à 680 mètres par seconde, mais le son, lui, ne va que à 340 mètres par seconde. Donc là, on est en train de dire qu'on a un avion qui est plus rapide que le son. Ça, il n'y a pas de souci, ça existe. Première chose qu'on nous demande, c'est de calculer le temps, t, qu'il faut pour que le son aille de l'avion jusque la personne. Bon, on a dit que le son allait à 340 mètres par seconde. On a dit que l'avion se trouvait à 1000 mètres du sol, ce qui signifie qu'on a une distance, on a une vitesse. Donc qu'est-ce que je peux calculer si j'ai une vitesse et une distance? Tout à fait. Effectivement, on peut calculer le troisième, donc le temps. Eh bien, allons-y. Donc je calcule le temps pour que le son parvienne jusqu'à la personne. Bon, sachant qu'on a dit 1000 mètres, 340 mètres par seconde, il se trouve que la distance est en mètres, donc c'est très bien. La formule que vous connaissez par cœur, la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc évidemment, nous, puisqu'on veut le temps, on ne peut pas utiliser cette formule-là, il faut la transformer un peu. Donc je transforme la formule. Le temps, c'est égal à la distance divisée par la vitesse. Donc le temps, c'est 1000 mètres divisé par 340 mètres par seconde. Je rentre tout ça dans la calculatrice et je trouve que le temps qu'il faut pour que le son aille de l'avion jusqu'à mon oreille est d'environ 3 secondes, 2,94 secondes. Bon. On n'oublie pas la petite phrase réponse, le son met 2,94 secondes pour aller de l'avion jusqu'à la personne au sol. Ensuite, on me demande de calculer la distance que va faire l'avion. L'avion, il se déplace pendant ce temps-là, il n'est pas statique. Quelle distance il va parcourir pendant le même temps, c'est-à-dire quelle distance il va faire en 2,94 secondes. Bon, on reprend la formule, V est égal à distance sur temps, même chose, moi je veux une distance, donc je transforme un peu ma formule. La distance, c'est la vitesse fois le temps. Bon, très bien. La vitesse, attention, cette fois-ci on parle bien de la vitesse de l'avion, plus de la vitesse du son, parce qu'on veut savoir quelle distance ça fait l'avion. L'avion, il a donc volé à 680 mètres par seconde pendant le temps qu'on avait déjà donné, donc 2,94 secondes. Donc pendant ce temps-là, on trouve, on rentre dans la calculatrice et on trouve environ 2000 mètres. D'accord? Donc pendant le temps que le son a mis d'aller jusqu'à l'avion, de l'avion jusqu'à nous, l'avion, lui, pendant ce même temps, il a parcouru 2000 mètres. Donc évidemment, moi, quand je regarde la direction de l'avion, je regarde l'avion tel qu'il était au moment où il a fait le bruit. Sauf que l'avion, il ne se trouve plus à cet endroit-là, il se trouve 2 km plus loin. Alors, pendant le temps qu'il a fallu pour que le son aille de l'avion jusqu'à vous, l'avion a fait 2 km, donc évidemment, quand vous regardez dans la direction que vous pensez celle de l'avion, en fait, vous faites une erreur de 2 km. Et donc, c'est pour ça qu'il faut écouter en gros dans quelle direction va vers l'avion, et qu'il faut regarder en avant, c'est-à-dire prédire où va se trouver l'avion un peu plus tard, et là, effectivement, on finit par apercevoir l'avion. Alors, ça, c'est pour les avions supersoniques. Les avions de ligne vont un peu moins vite, donc ils seront plutôt autour d'1 km parcouru, ils vont environ à la vitesse du son. Vous savez, les gros Boeing, Voilà.
Très bien, bah, si tu as fait un schéma, au contraire, c'est très bien. Alors après, le schéma, hein, je l'avais mis globalement ici. Hein, c'est bien celui qu'on avait là, avec le déplacement qu'a fait l'avion et le déplacement qu'a fait le son. D'accord. Donc c'est à peu près celui-ci que tu as refait de schéma. Très bien. C'est très très bien. Et au contraire, je t'invite à faire la même chose au jour du brevet. Le plus vous êtes clair dans vos explications, le mieux ça sera effectivement pour le correcteur. D'accord. Parfait. Bon, bah maintenant, deuxième exercice. Hein, ce qu'on appelle l'écolocalisation, hein, c'est ce qu'utilisent entre autres les chauves-souris. Hein, les chauves-souris, elles détectent les obstacles exactement de la même façon, ça leur permet de savoir à quelle distance se trouvent. Et là, en gros, hein, je sais que parmi les gens du collège, il y a beaucoup de pêcheurs. Ça, c'est utilisé par certains pêcheurs. Hein, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vu ça. Alors, les pêcheurs qui font de la compétition, plutôt. Ils ont tendance à avoir comme ça un petit sonar qu'ils installent au bord du fleuve où ils sont, hein, ou de la rivière, et ils mettent une espèce de petit appareil dans l'eau. Et ce petit appareil, en fait, il va envoyer des ondes sonores et il va détecter. Et de temps en temps, il va dire ah, il y a un truc qui vient de passer. Parce qu'en gros, ça détecte, donc le son va jusqu'au fond de l'eau, jusqu'au fond de la rivière, puis revient. Donc mon appareil sait, il faut par exemple une seconde pour que le son aille jusqu'au fond, et il remonte, une seconde, je remonte, une seconde, je remonte. Et là, il y a une carpe ou une truite qui passe. La truite, forcément, elle va se trouver à une distance plus petite que le fond. Donc quand le son va partir du sonar, il va aller taper sur le poisson, et il va donc revenir beaucoup plus vite. Donc l'appareil, une seconde, une demi-seconde. Ah, et donc l'appareil va pouvoir dire, ah attention, il y a un poisson qui vient de passer à cet endroit-là. Donc c'est le moment où le pêcheur de compétition va pouvoir, comme ça, savoir qu'il y a un poisson qui est à proximité et essayer de l'attraper. Les chalutiers en mer font exactement la même chose. Hein. Vous avez peut-être déjà vu, c'est des très gros bateaux qui ont des énormes filets, hein, et qui, pour pêcher des grandes quantités de poissons en même temps, évidemment, ils vont pas s'amuser, hein, ils font des centaines de kilomètres à mettre le filet dans l'eau pendant des centaines de kilomètres. Parce que s'ils font ça, leurs filets vont énormément s'abîmer, donc évidemment ça va pas être très pratique. Donc plutôt ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un sonar, hein, c'est un appareil, et qui va envoyer des ondes sonores dans l'eau, qui détectent le fond, qui détectent le fond, qui détectent le fond, et puis de temps en temps, cette onde sonore, elle va taper sur un banc de poissons. Et comme ça, ils vont savoir que c'est le moment où il faut qu'ils lancent le filet, parce qu'il y a des poissons sous eau. Donc c'est ce qu'on appelle un sondeur, hein, dans un bateau, ça sert à mesurer la profondeur de l'eau. Donc ça me sert à mesurer la profondeur de l'eau, ou éventuellement ça va servir à mesurer la profondeur où se trouve le banc de poissons. Donc ça émet un signal qui se déplace dans l'eau, qui est renvoyé par le sous-sol sous-marin, et qui va revenir sous le bateau sous forme d'un écho. Un écho, c'est le retour du son qui revient jusqu'à vous. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu, hein, c'est les fameux échos en montagne, ou quand on crie en montagne, au bout d'un moment, on s'entend se répondre. Parce qu'en gros, il faut que votre son aille jusqu'à la montagne qui se trouve en face de vous, rebondit sur la montagne qui est en face de vous, et revient jusqu'à vous, et comme ça, vous avez l'impression qu'il y a une autre personne qui est en train de vous répondre. Ce qu'on nous dit, c'est que ce bateau, hein, il mesure que le temps mesuré correspond au trajet de l'aller-retour. Le signal sonore émis par le sondeur se déplace à la vitesse. Bon, là, va avoir une eau qui est salée. Donc, comme l'eau est salée, elle ne va pas avoir exactement les mêmes propriétés que l'eau du lac qu'on avait dans le premier exercice. Donc, on y dit que le son dans cette eau-là, l'eau de mer, va être avoir une vitesse de 1430 mètres par seconde. Et le sondeur a l'écho de son signal au bout de 3,6 secondes et on vous demande en gros de calculer quelle est la profondeur de l'eau. Et c'est là qu'il va falloir faire attention parce que c'est là qu'il va y avoir un piège dans lequel vous avez tendance à beaucoup tomber. Donc, première étape, je calcule la distance parcourue par le son pour faire l'aller-retour entre le bateau et le fond marin. Et j'insiste sur le fait que c'est bien le temps qu'il faut pour que le son pour faire l'aller-retour et non pas le juste l'aller ou juste le retour. Ce qui fait que la distance que vous allez calculer, ce n'est pas la distance entre le bateau et le fond marin. Ce que vous allez calculer, voilà, tout à fait, c'est la distance entre le bateau et le fond marin, puis entre le fond marin et le bateau. D'accord? Donc il faudra en gros diviser le résultat par 2 à la fin. Donc, même chose, on reprend la formule qu'on a déjà utilisée avant, hein, d est égal à la vitesse fois le temps. La vitesse, on a dit que c'était 1430 mètres par seconde, pas de souci, elle est dans la bonne unité. Le temps, 3,6 secondes, bon, pas de souci, on est aussi dans la bonne unité. Et donc, on peut trouver que la distance parcourue par le son, hein, et c'est pour ça qu'il faut bien faire une phrase qui explique qu'est-ce qu'on est en train de calculer, parce
Je ne suis pas en train pour l'instant de calculer la distance entre le bateau et le fond, mais la distance parcourue par le son pour l'écho, de 5148 mètres. Le son a parcouru une distance de 1148 mètres. Par contre, le fond, lui, ne se trouve qu'à la moitié de cette distance, puisqu'il faut faire l'aller-retour. Donc, le fond lui-même se trouve à 2574 mètres de profondeur. Je prends le résultat précédent et je le divise simplement par 2. Bon, deuxième question, on nous demande, à l'inverse, si je n'avais que 100 mètres sous le bateau, combien il faudrait de temps pour que le son fasse aller-retour? Alors à nouveau, cette fois-ci, attention, il va y avoir le même piège, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Vous, ce que vous voulez, c'est le temps de l'écho. Donc le temps pour faire l'aller-retour. Et vous, ce qu'on vous donne, c'est juste la distance de l'aller. Donc à nouveau, il va falloir faire attention, il va y avoir un facteur 2. Bon, je calcule la durée pour une vitesse du son de 1430 mètres par seconde et une profondeur de 100 mètres. Le temps, on l'a dit à l'exercice précédent ici, c'est la distance divisée par la vitesse. La distance 100 mètres divisée par 1430 mètres. On trouve donc un temps pour l'aller de 0,069 secondes, donc environ 7 centièmes de seconde. Le son met donc 7 centièmes de seconde à parcourir la distance. L'écho va donc mettre le double de ce temps, puisqu'il doit faire l'aller-retour. Donc le bateau va capter le retour de son propre signal au bout de 0,139 secondes. D'accord ? Et faites attention parce que ça c'est une erreur qu'on voit dans quasiment toutes vos copies. Vous oubliez soit de diviser par 2, soit de multiplier par 2 en fonction du cas que vous êtes en train d'étudier. Donc réfléchissez bien quand vous écrivez l'exercice, qu'est-ce que je suis en train de calculer? Est-ce que je suis en train de calculer juste la distance? Est-ce que je suis en train de calculer l'aller-retour? D'accord? Vérifiez bien ça. Alors évidemment, si vous vous trompez d'un facteur 2, ça ne veut pas dire qu'on va vous compter 0 points pour l'exercice. Ça on vous l'a bien expliqué, il n'y a pas de souci. Mais imaginons que si l'exercice était sur 4 points, ça vous ferait quand même perdre 1 point sur les 4. D'accord? Parce qu'il vous manque une étape. Donc votre réponse est incomplète. Ça va pour tout le monde, pour tous ces exercices? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que je réexplique? Parce qu'il y a des beaufs. Qu'est-ce qui pose plus de problèmes? C'est la manipulation de la formule? C'est le coût de l'aller-retour? Parce qu'on est bien d'accord que ça c'est le genre d'exercice que je vais vous donner le jour du contrôle. C'est toujours le problème avec cette vitesse. Alors, est-ce que tu parles de la formulation de la vitesse? Est-ce que tu parles de la façon dont on a trouvé les différentes vitesses? Ou est-ce que c'est le problème avec les fameuses unités qu'il faut transformer? Ces histoires de mètres par seconde, kilomètres par seconde, kilomètres par heure. Un peu tout. Bon, on refera ça au calme, je pense, en classe avec le tableau blanc. D'accord, ça sera plus facile si effectivement on le fait au tableau. On expliquera ça rapidement. Est-ce que quand même tu as compris globalement où allaient les exercices, même s'il y avait des petits problèmes sur les manipulations de formules et éventuellement d'unités? D'accord. Bon, très bien, on verra rapidement les détails. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une fiche récapitulative à la fin du chapitre. Donc, je rappelle, pour la semaine prochaine, vous avez un document vidéo à regarder. C'est une émission de C'est pas sorcier, vous avez un peu l'habitude. On rappelle, on commence par lire la fiche sur qu'est-ce que je vais vous demander comme information. Ensuite, on regarde la vidéo. Et enfin, on répond aux questions. D'accord? Alors, idéalement, vous regardez même une première fois la vidéo, vous regardez les questions, vous regardez la vidéo une deuxième fois. Comme c'est une vidéo qui fait un peu plus d'une demi-heure, je ne vais peut-être pas vous demander de la regarder 2 fois non plus. D'accord? Vous allez voir, il y a tout un tas de choses assez intéressantes qui sont dessus, en particulier sur les risques que vous pouvez avoir pour votre oreille. La semaine prochaine, nous commencerons par copier le bilan sur tout ça, sur la vitesse du son. Je vous ai mis normalement le lien de la vidéo. Eden, si tu as déjà fait l'activité, il n'y a pas de souci.
évidemment, c'est à faire pour lundi prochain. Il y en a certains, comme j'avais mis les devoirs en ligne et lundi soir, je me doute que certains d'entre vous l'ont déjà terminé, il n'y a aucun problème. Là, je récapitule juste ce qu'il y a à faire pour la semaine prochaine. Donc nous en classe, on corrigera ensemble l'activité justement sur le bruit, je redonnerai quelques petites explications supplémentaires. On copiera le bilan sur la vitesse du son dans l'air, dans l'eau, dans les métaux, d'accord. Et on pourra continuer la suite du chapitre. Est-ce qu'il reste, et c'est à faire pour quand du coup? Alors, c'est à faire pour lundi, c'est-à-dire d'ici lundi, il faut que ça soit terminé. Dans les faits, moi je vérifierai en classe, je crois que vous, c'est quoi? C'est mercredi ou mardi qu'on a cours? Ça dépend de la classe que vous avez. Globalement, mercredi pour les 4e B et vendredi pour les 4e A. D'accord, on vérifiera ça. Mais oui, il n'y a pas de souci. De quelle feuille Oui, tout à fait, c'est ça. C'est celle-là, tout à fait. Voilà, donc tu regardes la vidéo et puis tu complètes les différentes parties de ce document. D'accord. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps, mais ça va vous dire tout un tas de choses qui sont quand même très importantes, en gros, comme je disais, surtout sur les risques que vous courez. Eh bien écoutez, sauf si vous avez d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que sur le cours, il reste des questions sur les exercices qu'on vient de faire, ou des choses que vous voulez qu'on réponde tout de suite et qui ne peuvent pas attendre la semaine prochaine? Non. Alors moi je vais arrêter l'enregistrement ici.